Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler d'Europe, de droits européens, on va parler de jeunesse européenne, de participation, de fonds structurels, peut-être d'Erasmus, de RUP, région ultra-périphérique. Notamment, vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes. Alors, aujourd'hui, je reçois deux femmes, presque comme d'habitude. Elles s'appellent Laura à ma droite et Angèle à ma gauche. Comment allez-vous, mesdames? Très bien. Très bien. Ça va? Ça va bien? Ouais. Laura Fortin et Angèle Couélian. Ouais, Couélan. Je vais vous laisser vous présenter. Très bien, je te laisse là. Oui, alors moi je m'appelle Angèle, j'ai 28 ans, j'habite en Bretagne, je travaille en Bretagne dans une mairie près de Saint-Malo. De Bossé-sur-Mer. De Bossé-sur-Mer, Voilà. Exactement. Je suis directrice des services, en binôme avec un collègue, et je suis adhérente aux Jeunes Européens France depuis 2014. Ça fait quelques années. Et au sein du bureau national, je m'occupe des antennes et de la régionalisation. Et tu es ici avec Angèle, on va revenir tout à l'heure à votre séjour en Martinique et raison de votre séjour. Et alors, tu m'as dit donc, que tu es directrice générale des services. Bossé-sur-Mer, c'est quoi comme commune? C'est une petite commune? C'est une commune de 4500 habitants à peu près, au bord de la mer. Donc assez dynamique, avec beaucoup de projets. Et qu'est-ce que tu as fait avant? Alors, tu t'es orientée vers ce secteur. Alors, on va venir à l'Europe, mais là, tu travailles dans l'administration, Ouais. tu es fonctionnaire. Exactement. Tu as toujours voulu faire ça? Pas du tout. Au début, j'étais partie dans des études de lettres modernes pour travailler dans le métier du livre. Ah Donc oui. dans la littérature, passionnée de littérature. Et puis voilà, mais mon chemin m'a menée également vers les collectivités territoriales. J'aime beaucoup cette proximité avec les élus, avec les territoires et les habitants, enfin construire des politiques publiques pour les habitants. Donc c'est ça qui m'a emmenée vers des études et en lien un peu avec l'Europe. C'est comme ça que j'ai croisé le chemin de l'Union européenne. Donc tu as fait lettres modernes, Ouais, et après tu as fait droit public. Droit Exactement. public. Ouais. Donc droit administratif. Ouais, exactement. Tu tout dis, le conseil municipal, l'état moi je me rappelle du civil. droit administratif, c'était un peu ardu comme. Ah, mais bon, c'est passionnant quand même. Ouais. État civil par exemple, c'est vraiment Oui. intéressant, l'urbanisme. L'état civil, alors, parce que l'état civil, c'est le mariage, les naissances, décès, les décès, oui. Le cimetière, les Pacs, mais les élections aussi. Donc c'est aussi un grand volet de partie état civil et population dans une mairie, la gestion et l'organisation des élections. Oui. Donc c'est aussi intéressant de voir des deux côtés, du côté engagé et associatif, militant, et du côté organisationnel et administratif. C'est aussi très Et drôle. juste là, comme c'est intéressant, donc tu vis la mairie de l'intérieur, la vision que tu as des citoyens. Donc, comment vous faites le lien avec les citoyens? Est-ce que c'est facile? Parce que c'est une petite commune? Oui, c'est une petite commune. Ouais. La porte est vraiment grande ouverte et on le voit, la commune, c'est vraiment le premier échelon. Oui. Quand les gens ils ont des soucis, des problèmes, des interrogations, c'est vers le maire qui s'adresse, vers le conseil municipal, vers nous, administratifs. Et c'est vraiment... Combien vous êtes comme administratif? On est une quinzaine d'agents administratifs. En tout? Ouais. En tout? Ouais. Ici, dans les communes de 4000 habitants, il y a des centaines de personnes. Il y a 160. Vous êtes 15 15 agents pour administratifs. gérer les 4000 personnes. Ouais, mais alors non, parce qu'après, il y a plein d'autres services annexes. En tout, on est une soixantaine. Ah oui, en tout, non, une en soixantaine d'agents. Oui. On compte les services techniques. D'accord, voilà, je parle de ça, On est 60. 60 en tout, mais ce qui reste quand même un effectif relativement modeste par rapport à l'équivalent, par exemple, en Martinique. Donc, c'est une commune en plus très dynamique. D'accord. Et est-ce que, juste pour rester 2 secondes sur Bossé-sur-Mer, que je ne connais pas, donc je suis passionnée, j'imagine qu'on y mange des huîtres. C'est pour ça que, voilà. Et alors, Bossé-sur-Mer, est-ce que c'est une commune où il y a des écoles, ou est-ce que... parce que nous, ici en Martinique, on connaît, par exemple, les fermetures d'écoles, parce que les communes se dépeuplent, certaines, hein, tu vois, mais il y a une baisse démographique. Est-ce que vous êtes plutôt dans la croissance ou bien dans nous, un repli? c'est vraiment la croissance. La commune est vraiment en grande croissance. On a ouvert une classe presque tous les ans, une rénovation d'école. Enfin, c'est vraiment une commune très dynamique. Parce qu'il y fait bon vivre. Il y fait très bon vivre. On est vraiment en bord de mer également, ce qui fait que c'est des territoires aussi assez attractifs. Oui. La Bretagne, c'est un climat qui est quand même assez chouette pour y vivre. Oui. Et puis, des politiques aussi volontaristes, quand on a des élus qui mettent en place des politiques avec beaucoup d'accès à la culture, des accès
à tous les services. Au sport. Au sport, voilà. Services de proximité. Voilà, services vraiment de proximité qui sont déployés. Ça fonctionne. Et du coup, les administrés viennent construire. Ultime question, est-ce que vous êtes digitalisé? En mairie 2.0, de plus en plus. Ouais, on essaie vraiment de plus en plus de dématérialiser les prises de contact également, faire des réunions en visio, même avec les administrés, ils ont des questions, voilà, on peut aussi vous répondre. Bon, je suis désolée de t'avoir fait parler comme ça à ce point en tant que directrice générale des services, mais moi je profite, tu vois, Bossé-sur-Mer, bref, voilà. J'imagine qu'après vous aurez beaucoup de visiteurs martiniquais qui viennent voir Bossé-sur-Mer. Madame Laura, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, je m'appelle Laura Fortin, j'ai 28 ans et je travaille pour l'Association des jeunes européens France. Avant de travailler pour l'association, j'ai fait des études de droit. Je suis arrivée en fin de parcours et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et tu as fait un master? Master, j'ai tout fait en droit. Master 2? Master 2, Parce qu'à mon époque, c'était licence ou maîtrise. Donc toi, j'ai fait licence et après Master 1, Master 2, oui, donc Bac plus 5 à la faculté d'Aix-en-Provence. Donc je suis restée pendant très longtemps dans le sud sans trop en bouger. Donc tu viens du sud, tu viens de Cannes, toi? Je viens de Cannes et après j'ai bougé à... Non, pas à la Bretagne. Tu es près de la mer aussi. Mais c'est près de la mer, mais je pense que c'est plus chaud. Il fait bien... La vie est plus douce en Bretagne que dans le sud. Bossé-sur-Mer. Je pense. Et du coup, après, j'ai fait mes études et je suis montée à Paris. Où j'ai fait un volontariat en service civique aux Jeunes Européens France et maintenant je travaille pour l'Association des Jeunes Européens France. Voilà. Donc, mais alors le droit, parce qu'il y a beaucoup de... Tu nous as parlé d'état civil, moi je pense à droit administratif, donc toi tu as fait aussi forcément du droit administratif. Donc tu as pris option aussi droit public. Droit public, moi j'étais parcours début droit public. Donc tu as fait quoi? Droit européen forcément? Droit européen, pareil, droit administratif. Après, il y a au début le cursus qu'on fait tous, où on a droit civil, droit pénal, etc. Mais après, j'ai fait droit administratif, droit des contrats. Droit constitutionnel droit aussi. constitutionnel, j'adorais cette matière d'ailleurs. Et alors, mais est-ce qu'on est en se disant je vais faire droit? Est-ce qu'on est en se disant je vais faire droit européen? Qu'est-ce qui vous avez 28 ans, vous êtes jeune. Qu'est-ce qui vous a guidé vers ces cursus-là? Est-ce que c'était la facilité? Est-ce que c'était parce que les parents font ça? Est-ce que c'était parce que vous vouliez être fonctionnaire? Pourquoi? C'est tombé comme ça sur vous, un matin tu t'es réveillé et tu dis « droit. » Non, en réalité c'était plus... au lycée, je me suis dit, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Ah, d'accord. Par dépit, c'était ça? Pas du dépit, mais j'ai réfléchi, mais qu'est-ce qui me plaît? Dans quelle matière je pourrais le plus m'épanouir? Et en réalité, je me suis dit, le droit, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui peut me plaire. Et c'est comme ça que j'ai fait du droit. Et après, pareil. Et alors, en quoi le droit, parce que moi j'adore cette matière-là aussi, en quoi le droit est intéressant pour les jeunes qui nous regardent, par exemple? En quoi le droit, c'est une matière actuelle, c'est une matière... Enfin, je vais vous donner les réponses, mais bon, je veux entendre votre sentiment. C'est une matière, en fait, qui nous permet d'avoir un regard sur le monde, en fait. C'est très ancré dans la réalité, non? C'est ça, c'est de comprendre concrètement, parce que c'est pas que des règles, mais c'est beaucoup des règles, c'est ce qui régit un peu notre quotidien. Finalement, je trouve que c'est hyper intéressant de comprendre pourquoi c'est comme ça, quelles règles, comment ça vient, comment on l'applique, et quel impact, en fait... comment il évolue aussi. Comment il évolue. C'est mouvant, en fait. Voilà, c'est ça. Et toutes les avancées aussi qu'on a pu avoir par le droit... Et puis le droit qui régit des sociétés démocratiques, notamment. Exactement. Mais est-ce que vous avez l'impression, comme moi, il y a une espèce de distance par rapport à la règle? Ou est-ce que je me fais des idées? Par exemple, l'acceptation de la loi, l'acceptation de la règle, du non, tu ne peux pas faire ça, etc. La transgression. Est-ce qu'on n'est pas dans une époque, finalement, d'individualisme, machin, où on dit, bon, je fais ce que je veux, arrêtez de m'embêter avec vous. Oui, beaucoup plus. On est un peu dans ça, non? Oui, on le ressent, quand même. Vous le ressentez, ça? Oui. À tous les échelons d'ailleurs. C'est vrai? Oui. C'est-à-dire même au niveau local. Justement pour parler pour le coup de mon métier, on voit aussi quand il peut y avoir des arrêtés, des directives prises par le maire, par l'État, par le biais de préfet. Et souvent, en effet, on a des administrés qui nous disent oui, c'est bien, mais non, moi je fais ma vie, je suis ma vie. Et c'est cette transgression sans peur des sanctions derrière. Et ce côté vraiment individualiste, c'est quelque chose qui, moi, me plaît. Je ne vois pas pourquoi... Mais alors, est-ce que finalement, on pourrait dire qu'on est bien dans une société où chacun fait ce qui lui plaît? Mais quels sont les arguments pour vous dire, au fait, la loi, le droit, machin, c'est important, peut-être? Parce qu'on pourrait dire, bon, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous embêter? Ils veulent nous faire payer des impôts, c'est pour ça qu'ils nous empêchent de rouler à 90 km sur une route, il n'y a personne devant, qu'est-ce qu'ils ont à me dire qu'il faut que je m'arrête à 80, etc. Donc, le bien vivre ensemble, pour ce respect des règles mutuelles, je pense qu'il est... C'est important. Il est indéniable. C'est important, oui. Enfin, oui, je pense que ça va manifestement avec notre société démocratique. Je vous propose qu'on fasse un premier stop. On va parler des jeunes Européens. Je sens que Laura est venue pour parler de cette piaffe d'impatience. Mais juste, on va faire un petit stop focus.
Alors, on va continuer à parler avec nos invités, Angèle et Laura, de leur mouvement des jeunes européens, du mouvement européen France, du mouvement européen Martinique. D'ailleurs, je vais vous donner une adresse mouvement européen 972@gmail.com. Vous verrez cette adresse s'inscrire donc à l'antenne. Donc voilà, mouvement européen 972@gmail.com, qui est donc l'antenne Martinique de mouvement européen dont on va parler tout à l'heure et dont la présidente est Pascale Pompierre. Et puis on va parler des actions. Mais dans Focus, je voulais vous faire partir dans une direction qui n'a rien à voir avec l'Europe, quoique, qu'à voir avec l'Europe, mais l'Europe, il y a peut-être très longtemps. Et puis là, pour le coup, alors, comme d'habitude, je parle de l'actualité des femmes. Là, j'ai trouvé un biais, on va dire, pour parler de ce dont je vais vous parler, donc, du Chevalier de Saint-Georges, en vous disant qu'il y a un film qui lui est consacré, qui a été produit par les studios Disney. Et alors, ça parle d'un homme, donc normalement, je n'aurais pas dû vous parler de ça, mais la scénariste, c'est une femme, Stéphanie Robinson. Et puis, ce film parle de Marie-Antoinette. On regarde l'extrait et puis on en discute après. Welcome to Paris, Joseph. Monsieur, I fear this will not be a kind place to such a boy. The boy has talent, but one in particular that is exceptional. Very well. I realized the more I excelled, the less I was alone. Were you always so competitive? The show-off who spoiled Mozart's concert. May I play with you, monsieur? Well, I hope this won't be embarrassing for you. Who the hell is that? You are quite a remarkable man, Joseph. I, Marie Antoinette, Queen of France, hereby anoint you Chevalier. In any other country, a man of your color would not be wearing such fine clothes. One day, the whole world will know me. And of course, the music will be spectacular. Bold. You don't belong here. You're a party trick. You're a pet, playing the violin, that is all. You know I am the best. You are playing a dangerous game, friend. You forget your place, boy. Break his hands. This world is painful for us, my son. But there is always the choice to fight. I'm putting on a concert. Let us fund the revolution. You cannot afford to make any more enemies. France is changing. You could be more influential than you know. Leverage it. If you take to the stage, you will be erased. There will be no new France. You cannot topple what has been ordained by God. Not everything is about you people. Voilà, ça s'appelle Chevalier, donc c'est produit par les Américains, ça parle d'une histoire française, parce que le Chevalier de Saint-Georges, donc Joseph Bologne, c'est un Français, donc il est né esclave en 1745 dans les Caraïbes françaises, et donc c'était un champion d'escrime, il a été révolutionnaire et puis violoniste hors pair, qui était contemporain de Mozart, dont on n'arrête pas d'entendre parler, mais lui, on n'a jamais entendu parler de lui. Vous le connaissiez? Pas du tout. Chevalier, Joseph Bologne. Alors c'est extraordinaire qu'on n'ait pas, enfin qu'il ne soit pas produit ce film en France. Voilà. Est-ce que vous connaissez un petit peu? Alors, vous êtes en Martinique à ces jours-ci pour pouvoir parler d'Europe, mais vous connaissez un petit peu la Martinique. Qui c'est qui connaissait la Martinique? Angèle était déjà venue? Non, j'étais jamais venue. Voilà. Moi, j'étais venue l'année dernière, mais j'avais pas pu faire de tourisme non plus. C'était le même cadre. Et vous connaissez un petit peu l'histoire de ces pays, de Martinique, Guadeloupe On avait eu une petite entrée avec Aimé Césaire dans les études de lettres. Enfin, voilà, ça. Tu as étudié Aimé Césaire? Oui, il était en troisième année. On avait tous toute cette palette avec Édouard Glissant. Enfin, voilà, d'accord, tu connais les intellectuels, Césaire, Glissant, Fanon peut-être, Ménil peut-être. Oui, exactement. Oui. Ménil aussi? Oui, c'était des noms qu'on avait évoqués, tout à fait. D'accord, ok. Et toi, Laura, tu connaissais un peu cette histoire? L'histoire, non. De la Martinique, enfin, non, de ces régions? Non, pas vraiment. Enfin, c'est quelque chose que, du coup, j'essaye un peu de m'intéresser, de regarder, d'apprendre. Mais c'est intéressant parce que, justement, on a rencontré plein de personnes cette semaine qui, à chaque fois
qu'on discute un peu avec eux nous apporte un peu des connaissances et on se rend compte que finalement, c'est une histoire qu'on apprend. Enfin, c'est aussi à nous de faire la démarche, mais c'est des histoires qu'on n'apprend pas, qu'on nous explique pas. La place, notamment la Martinique pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été évoqué lundi. Les dissidents, notamment. Oui, tout ça, on a été... Voilà. Ou même la Constitution. On est un peu dans l'actualité. Donc, le 27 avril, le président est allé donc, au Fort de Joux, donc, où est enterré Toussaint Louverture. C'est l'histoire de France. Haïti, c'est l'histoire de France. Et les relations post-révolution haïtienne font aussi partie de l'histoire de France. Et c'est vrai que cette histoire est peu connue. En tout cas, Joseph Bologne, donc c'est bien qu'on lui rende hommage. Donc, ce film est distribué sur la plateforme Disney. Alors, on vous l'a passé exprès en anglais, comme on fait d'ailleurs des fois dans forme, mais exprès en anglais parce qu'il est anglais. Il n'a pas encore été traduit, donc voilà, il est en anglais. Et puis, si vous pouvez aller le voir, mais regardez-le. Et je voulais juste signaler qu'en 2001, Georges Paul Langevin, donc avait fait débaptiser la rue Richepense dans le 8e arrondissement de Paris pour l'appeler, cette rue, donc Richepense, la rue Chevalier Saint-Georges. Donc à Paris, il y a une rue qui s'appelle Chevalier Saint-Georges depuis 2001, à l'initiative de Georges Paul Langevin. Focus, mots de femme. Avec mes invités, Laura et Angèle, on va parler des jeunes Européens, donc de France, qui font partie du mouvement européen de France. Et donc, vous me disiez, on commençait à en parler, donc vous êtes venus pendant une semaine avec vos camarades pour faire, j'ai envie de dire, de l'évangélisation européenne. C'est ça que vous faites? Oui, c'est ça. Voilà, vous parlez, vous sensibilisez. Alors, qu'est-ce que vous avez fait là, depuis que vous êtes arrivés? Eh ben, on a été dans plusieurs écoles, mais pas que les écoles d'ailleurs. On a été aussi dans les CFA, le centre de formation des apprentis, à l'école de la deuxième chance. Le but, c'était de rencontrer des élèves et des étudiants aussi très divers dans leur parcours. Et très éloignés peut-être de l'Europe. Le but, c'est ça aussi, d'aller sensibiliser des personnes éloignées des questions européennes. Et pour le coup, c'était une vraie réussite. Alors, quand vous leur dites, Laura, vous leur dites Europe, ils répondent quoi, les jeunes? Mais justement, c'est par ça qu'on commence toutes nos interventions. Alors, c'était quoi le sondage? C'est quoi les réponses au sondage? Europe, en premier, c'est... Enfin, ce qui revient beaucoup, c'est Erasmus. C'est vrai que la mobilité, c'est le premier truc. Il y en a beaucoup qui disent « je sais pas ». Mais en fait, quand on creuse, ils savent que c'est des pays, ils savent combien il y a de pays, ils savent qu'il y a l'euro, ils connaissent tous les symboles. Donc, il y a quand même un éloignement qui peut être ressenti, mais aussi bien en Martinique, qui existe aussi sur le continent. À Bossé-sur-Mer aussi, j'imagine que quand on parle d'Europe, ils disent quoi? Oui, bien sûr. Alors que nous, peut-être qu'on connaît plus facilement les fonds structurels, d'ailleurs, ça s'affiche derrière. Donc, ils vous disent FSE, FEDER, FEAMPA maintenant. Oui. Ils vous disent peut-être Interreg, non? Non. Non, pas les jeunes, non. Donc, donc, vous continuez le sondage et ils vous disent quoi après? C'est toujours déjà la distinction Europe-Union européenne. Oui. Pour même des élèves qui ont 9-10 ans, c'est pas simple déjà de situer le continent Europe sur une carte, de faire la différence avec l'Union européenne, cette organisation de pays. Et puis après, on part... c'est vraiment... Alors, qu'est-ce que tu dis Europe-Union européenne? Alors, tu dis quoi? L'Union européenne, c'est l'institution et l'Europe, ce sont les pays? Qu'est-ce que vous dites alors? Plus de se concentrer sur l'Europe comme continent. Et donc, on est aussi aidé, on n'est pas seul dans notre plaidoyer et notre évangélisation, comme tu le dis. On a aussi des outils pédagogiques. Le but, c'est vraiment de sensibiliser et que les réponses viennent d'eux. Donc, on a une carte géante. Par exemple, typiquement, si on prend l'exemple Europe, Union européenne, on a des pays de l'Union européenne qui sont dessinés en jaune, qui sont coloriés en jaune. Une carte vraiment énorme. Et les pays de l'Europe, du continent Europe, en blanc. Et du coup, leur pousser à dire pourquoi il y a des pays qui sont en jaune, pourquoi il y a des pays qui sont en blanc. En fait, vraiment qu'ils trouvent la réponse par eux-mêmes. Et ça marche vraiment bien. Enfin, les jeunes se prennent. Ils les ont les réponses en fait. C'est juste qu'ils n'osent pas, mais ils les ont les réponses très rapidement. Mais alors, c'est quoi l'enjeu pour vous? L'enjeu de sensibiliser, d'aller parler d'Europe? Parce que pour moi, il y a l'Europe, effectivement. L'Europe, le continent, jusqu'où ça va d'ailleurs, on pourra en discuter ici. Et puis il y a l'Europe, l'institution avec la Commission européenne, l'Union européenne, qui est une institution qui a été créée après la guerre, qui s'est construite après la guerre, précisément pour éviter qu'il y ait la guerre. D'ailleurs, il y a la guerre en Europe. Donc, c'est quoi l'enjeu pour vous? Le premier enjeu, c'est que cette Union européenne, on est tous citoyens européens finalement, et que c'est quelque chose dont on fait partie, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Donc, c'est important que les jeunes se rendent compte. C'est que l'enjeu, c'est qu'on en fait partie et que maintenant...
l'idée, ce qu'on fait, nous, ce qu'on essaye de transmettre, c'est pas que c'est bien, que c'est pas bien. Il y a des défauts, il y a des choses à améliorer, mais c'est qu'on en fait tous partie et que c'est le moment de s'en saisir. Et pour s'en saisir et pour pouvoir faire entendre sa voix, il faut la comprendre. Connaître ses droits, connaître... Voilà. Mais alors, on en fait tous partie, donc finalement, on n'a pas le choix. Mais quel est l'enjeu de le reconnaître, en fait? Parce que, bon, quelqu'un de Bossé-sur-Mer ou bien quelqu'un peut-être de Fontaine-Denis ou même de Chelcher ou de Fort-de-France n'a peut-être pas conscience de ce que représente l'Europe dans sa vie. Il n'est jamais allé en Europe, il n'est jamais allé au Portugal, il n'est jamais allé en Espagne ou en France même. Quel est l'intérêt de dire finalement, oui, l'Europe. Lui donner aussi tout ce qu'il peut avoir accès grâce à l'Union européenne. Donc, qu'est-ce que vous dites précisément? Je veux rentrer dans le concret, là. Vous lui en dites quoi, alors, du coup? Comme le dit Laura, on peut parler mobilité avec des personnes qui sont, des étudiants qui sont à peu près quand ils sont même en troisième. À partir de la troisième, on peut parler mobilité, toute forme de mobilité, d'ailleurs. Ça peut être sur les droits, comme tu l'as dit, la paix qui s'est construite, l'Union européenne qui se construit pour un idéal de paix. Des valeurs aussi, on partage des valeurs et leur dire c'est pas juste des mots, c'est aussi des choses que vous devez vous accaparer et les porter fièrement, ces valeurs-là. Et Laura, c'est ce que tu dis. Oui, mais je veux dire, mais ça reste, excusez-moi, ça reste quand même un peu abstrait. La partie, par exemple, la partie fonds structurels, ok. Il y a c'est un aspect un peu, j'ai envie de dire, sonnant et trébuchant. Bon, ceux qui sont pro-européens ou européistes vont au-delà, mais très clairement, pour une communauté comme un territoire comme le nôtre, qui est région ultra-périphérique, on a les fonds structurels, on a par exemple le FSE, on l'a dit, on a le FEDER, etc. Ce sont, il me semble, 700 millions d'euros au budget 2023 en Martinique, avec le complément CTM, 1 milliard d'euros pour pouvoir financer des projets dans avec des priorités, par exemple, projets liés à l'innovation, la compétitivité des entreprises, l'énergie, l'environnement. Ça, c'est le FEDER. Le FSE, c'est l'aide au financement des projets liés à l'emploi, la formation, l'insertion des publics en difficulté. Le FEAMPA, donc le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, c'est l'aide au financement des projets liés à la pêche et à l'aquaculture. Le FEADER, aide au financement des projets liés à l'agriculture et au développement rural. C'est aussi Erasmus. Donc, c'est vrai qu'on prend souvent l'Europe, enfin ici, souvent l'Europe par l'angle, les fonds structurels, bon, c'est quand même beaucoup d'argent, et puis ça aide à financer. Par exemple, les routes ont beaucoup été financées à l'époque. Et d'ailleurs, dans des pays comme les Canaries, par exemple, en Europe, les régions espagnoles, par exemple, vous voyez des fois, vous voyez des routes au milieu du désert, bon, c'est l'Europe qui finance. Mais j'imagine que ce n'est pas ça seulement que vous évoquez. De l'euro comme monnaie unique. Ouais. On peut également, quand on parle mobilité, c'est aussi de leur dire vous pouvez voyager librement, sans frontières, et c'est quelque chose d'important. Alors, on l'a vu aussi, c'est que les enfants et les jeunes de Martinique ne s'en rendent pas forcément compte, puisqu'ils ne sont pas sur le territoire Europe, malgré le fait qu'ils soient français et fassent partie aussi de cette... Non, on est région ultra-périphérique. Exactement. Oui. Mais on fait partie de l'Europe. Ah oui, bien sûr. Oui. Et c'est aussi de leur dire ça, c'est que quand vous allez voyager, c'est une libre circulation des biens et des personnes. Et c'est aussi ça qui est très important dans ce marché unique et de faire le lien avec... Et alors, donc, vous avez rencontré des très jeunes, des moins jeunes, enfin des gens du CFA. Donc, eux, ils sont souvent... Ils ne sont que distants. Bien certains, vous avez eu des surprises de gens qui disent « Ah oui, on sait tout, on connaît, c'est super, génial. » On a eu des belles surprises. Lesquelles, par exemple? Mais c'est à tous les âges, les surprises, finalement. Et beaucoup, ils font pas forcément, ils connaissent, mais ils savent pas forcément le lien avec l'Europe. Et en fait, quand on leur en parle, ça vient d'eux-mêmes et ils connaissent super bien. Je dois reconnaître que c'est souvent les plus petits, les plus petits qui nous surprennent le plus parce qu'on croit toujours qu'ils vont pas savoir. Et en fait, ils connaissent les pays, ils connaissent les capitales, ils connaissent les drapeaux, ils connaissent tous les symboles. Et finalement, on se dit, en fait, l'Europe, c'est pas ça. Ils connaissent pas l'Europe avec ça, mais si, c'est déjà une première base, une première pierre pour essayer de comprendre en fait tout cet environnement et construire petit à petit cette connaissance de l'Union européenne. Alors toi, Laura, tu es permanente de l'association Jeunes Européens de France, mais à quel moment tu as voulu t'engager dans cette direction-là? En fait, c'est pas du tout apparu comme une évidence. Je dois être tout à fait honnête. J'ai fini mes études en droit européen. Je suis montée à Paris et j'étais un peu perdue. Je savais pas trop si je voulais faire fonctionnaire justement. C'est un peu cette idée de quand on fait droit, il y a deux chemins, avocat, machin, fonctionnaire. Et tu voulais pas être avocate? Non. Et du coup, j'ai trouvé une candidate. Enfin, il y avait une offre de poste de volontariat en service civique aux jeunes européens. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, c'est l'Union européenne, etc.
Et en fait, j'ai adoré. Puis après, je suis restée aux Jeunes Et alors, Européens. qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu as découvert là? Et pour te dire que Ouais. bon, finalement, c'est ton combat maintenant, parce que Oui. tu vas maintenant sensibiliser. Qu'est-ce que tu as découvert? Tu te dis, waouh, c'est ça, c'est ma vie, l'Europe, je suis européenne. Au-delà de ça, c'est vraiment le côté concret de l'Union européenne, du coup, qui est lié. Et nous, les actions concrètes. Mais nous, moi, j'ai envie du concret. Là. Je veux que vous m'ameniez à comprendre ce que c'est l'Europe dans la vie, voilà, dans ma vie ou dans la vie des jeunes qui nous regardent. Donc, c'est quoi les aspects concrets? C'est plus l'aspect concret du travail que l'Union européenne, mais qui sont liés. Moi, c'est les aspects concrets. C'est qu'on allait vers les jeunes, on parlait avec les jeunes, on échangeait avec les jeunes. Donc, on avait vraiment leur retour. Il y avait un vrai dialogue parce que souvent, on dit que l'Europe est éloignée des citoyens. Oui. Et ça, c'est une réalité. Mais du coup, là, on pouvait vraiment avoir un échange et apporter, nous, notre vision de l'Europe, les opportunités, et d'avoir un retour des jeunes en arrêtant de dire, en fait, ils s'y intéressent pas, parce que le sujet, c'est pas qu'ils s'y intéressent pas, c'est qu'on n'en parle pas. C'est vraiment ça qui m'a plu dans... C'est pour ça que j'ai souhaité m'engager, parce que bien évidemment, l'Europe, ça Et toi, Angèle, donc tu as connu donc, cette association donc, en décembre 2014. Raconte-nous un petit peu les circonstances, s'il te plaît. Un peu par hasard également. J'étais étudiante à Angers. Et puis, un petit peu investi moi, pour le côté politique, un peu plus militantisme. Et les valeurs, l'Europe était une valeur qui m'était très chère aussi. Mais en quoi? Dis-nous, explique-moi pourquoi. Moi, sur la liberté, vraiment. La liberté de penser, la liberté de circuler, un peu comme on en revient. L'aspect vraiment sociétal, on pourra en revenir aussi un petit peu sur les attentes qu'on peut avoir de solidarité, de choses vraiment qui, pour moi, font sens dans mon engagement. Excuse-moi, je me fais l'avocat du diable. Et notamment des gens qui sont, par exemple, l'extrême droite à l'époque. Maintenant, ils ont changé. Marine Le Pen, en 2017, elle disait on sort de l'Europe. Mélenchon aussi disait ça, on sort de l'Europe. Maintenant, plus personne ne dit ça. Mais c'est quoi les arguments? Parce que je pourrais me contenter de, comme les gens d'extrême droite, enfin à l'époque, comme ils ont évolué, me dire bon, je suis bien en France, voilà, on met les frontières et puis c'est réglé, puis je suis libre. Là, je suis libre. Là. En quoi est-ce important, de ton point de vue, cette histoire de liberté européenne? Je peux être libre chez moi, quoi. Pourquoi tu veux abattre les frontières? Également de solidarité. Enfin, on l'a vu notamment avec la crise en Grèce, par exemple. C'est que tous les pays européens ont fait corps, ont fait solidarité pour venir porter main forte à la Grèce. Et c'est ce côté, en fait, vraiment entraide. Et au-delà de cet engagement associatif, l'associatif, c'est quelque chose aussi qui m'a toujours animée. Et un peu comme Laura aussi, c'était ces actions concrètes auprès des jeunes. Comment d'aller dans les écoles, parler de citoyenneté européenne. C'est pas évident, en fait, pour nous. Même, on n'avait pas beaucoup forcément de différence d'âge. On a des fois 10, 15 ans de différence d'âge avec des personnes. C'est d'éducation par les pairs, comme Laura pourra sûrement parler bien mieux que moi. Et ce côté très concret, comme dit Laura, c'est qu'on prend nos bâtons de pèlerin et c'est pas juste de la théorie et des grands discours sur l'Union européenne. C'est non, concrètement, nos actions sur le terrain, dans les sections locales, que ça soit à Rennes, à Strasbourg, dans le Doubs, même en Martinique d'ailleurs. Dans la Martinique, en Guadeloupe, enfin voilà. Et c'est des choses ancrées dans le local, avec des gens avec qui on discute, avec qui des fois on n'est pas d'accord, mais c'est ça qui fait aussi la richesse. Alors qu'est-ce que les gens vous disent sur le terrain? Ils disent ouais, l'Europe fait rien pour moi, l'Europe c'est loin, l'Europe c'est des fonctionnaires, des technocrates dans leur truc. Là on voit ça à la télé des fois, cette espèce d'immeuble avec le drapeau européen. Ils sont trop nombreux. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé. La Grande-Bretagne est partie. Est-ce que ça a été une bonne chose d'ailleurs que la Grande-Bretagne est partie? Ça, c'est un autre Donc voilà, débat. qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là, tous ces arguments un peu anti-européens en disant... Alors moi, je les respecte déjà, parce que c'est leur vision et je ne peux pas... c'est pas moi qui vais les faire changer d'avis. Ça, c'est déjà quelque chose... eux, ils ne me feront pas changer d'avis, moi, je ne les ferai pas changer d'avis. C'est juste leur dire, OK, c'est ta vision. Moi, je suis convaincue que le cadre de l'Union européenne, c'est une chance énorme qu'on a, qu'il faut se battre pour ça, parce que... Tu l'as aussi évoqué, l'Ukraine est en guerre, la guerre est aux portes de l'Europe. Ça crée une ambiance qui est quand même pas des plus sereines. Et je pense pour cet idéal en fait de paix, je pense qu'aucun de nous n'a vécu la guerre sur les deux guerres d'ailleurs. Aucune. Ça a été dramatique. Voilà, ça reste la génération de nos grands-parents, même plus. Et on n'a pas envie de le vivre. Toi, tu penses que l'Europe, c'est vraiment un rempart contre la guerre? Oui, pour moi, il faut en tous les cas continuer, sans jeu de mots, à combattre pour garder cet idéal de paix. C'est pas toujours simple, notamment quand on est 27, en effet. Il faut faire des concessions, faire preuve de consensus sur beaucoup de choses. C'est pas simple à 27, ça c'est indéniable. Mais je pense que c'est aussi ce qui fait la richesse de l'Union européenne, c'est la diversité des pays qui y sont membres. Et
Donc toi d'abord, excuse-moi. Donc toi dans ton échelle de valeurs, ta valeur suprême, supérieure, c'est la paix. L'Europe empêche la guerre. La paix, la liberté, comme je disais. Comment ça s'exprime la liberté? Donc la liberté de circuler, voilà, ça c'est quelque chose aussi qui m'est assez cher aussi sur cette liberté aussi d'expression où on voit, elle peut même à l'intérieur de l'Europe être parfois mise à mal, hein, quand on voit notamment en Hongrie, voilà, en Pologne, hein, les droits des femmes sont des fois il y a encore du travail. Il y a encore en même temps, par rapport à ce qui se passe là en termes d'expression, effectivement, il y a les canards, les vilains petits canards, on va dire, de l'Europe, notamment les Hongrois, ou en tout cas le gouvernement hongrois en termes de respect des droits. Mais quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur de l'Europe, parfois c'est pire, quoi. Ah oui, c'est pire, mais c'est parce que c'est pire qu'il faut se contenter de ça. Oui, mais précisément. Donc pour toi, l'idéal en fait de liberté d'expression, notamment, liberté en général, mais liberté d'expression en particulier. Oui, liberté, intégrité en fait des droits de l'homme, enfin voilà, des droits des femmes. Les droits de l'homme, voilà, les droits de l'homme. Des droits de l'homme, des droits des femmes, enfin hommes avec un grand H. Et c'est cet idéal-là qui, je pense, c'est la base, c'est les fondations également, pour moi, de l'Union européenne. Il ne faut pas les oublier. Et que, justement, ça a été quand même un électrochoc il y a un an et demi bientôt. En février 2022, ça a été un électrochoc, je pense, pour tous les Européens, le reste du monde aussi. Parce que l'Ukraine, c'est à 3 heures de Paris. Oui, et puis à peine. On voit, hein, c'est vraiment c'est nos voisins. Et puis, c'est nous, quand on voyage, donc c'est quelque chose, pour moi c'est mes fondations à moi, c'est mes valeurs de paix, de liberté. Liberté, droit aussi. Oui, de respect des droits. Après moi l'aspect économique, je l'entends et c'est quelque chose aussi qui c'est un marché de 447 millions de personnes, c'est un marché unique de 447 le plus grand marché unique 447 millions de personnes. Et toi alors, c'est quoi tes valeurs? Pourquoi tu fonctionnes effectivement comme permanente, mais bon, tu partages ces valeurs-là, je présume. C'est quoi ton échelle de valeurs? Pourquoi il faut faire l'Europe? Pourquoi tu te sens convaincue quand tu vas convaincre les gens? Je dois dire que je rejoins pas mal Angèle sur l'aspect liberté, mais surtout que c'est une promotion de certaines libertés et de certaines valeurs. Et d'une certaine manière, bien sûr, comme l'a dit Angèle, il y a des pays qui sont, comme tu disais, les vilains petits canards de l'Europe, mais toute cette idée que ces libertés soient reconnues et soient respectées partout en Europe. Et il y a aussi tout ce volet ouverture d'esprit. Parce que, en fait, on est 27 pays différents, c'est vrai, mais 27 pays qui sont liés. Et du coup, ça pousse, je pense, beaucoup à s'intéresser, à se découvrir. Et puis toute cette culture de l'autre. Voilà, c'est ça, cette culture de l'autre, cette ouverture à l'autre et cette idée qu'en fait, on est tous ensemble et que c'est plus nous, on est français, on n'est que français, nous, on est allemand, on n'est que allemand, etc. Et je pense que ça, c'est une grande richesse pour les gens. Et alors, les personnes, les jeunes que vous avez rencontrés, parce que vous êtes effectivement pas mal focalisés sur les jeunes, eux, ils sont donc à 7000 km de la France. Ok, donc ils connaissent, enfin, ils peuvent connaître, certains ne connaissent pas d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez leur distance? Quels arguments vous leur donnez pour leur dire, bon, faites ok, vous avez beau être loin, mais bon, vous êtes aussi partie prenante de ça, et il y a un intérêt. Parce que ce qui est posé ici, alors qu'on est dans la Caraïbe, c'est qu'on a l'œil tourné vers l'Europe, et 27 pays de l'Europe qui sont à 7000 km minimum, et puis que les pays qui sont au sud, au nord, que ça soit Sainte-Lucie, la Dominique, et tout, on ne les connaît pas et qu'on ne commerce pas ou très peu avec eux, on connaît un peu leur histoire, c'est un peu la nôtre, mais on n'a pas de relation régulière avec eux. Comment vous vivez ça, vous? Parce que vous êtes là à dire oui, l'Europe, et ils disent ouais, mais bon, Sainte-Lucie, la Dominique. C'est pas antagoniste. Voilà, c'est pas franchement, on l'entend entièrement, que c'est vraiment un bassin caribéen qui est... c'est votre quotidien. En fait, c'est notre quotidien, non? C'est notre quotidien, dans l'ignorance d'ailleurs de ce qui se passe là, en réalité. Même s'il y a du progrès. Voilà, on entend que l'Europe, ça ne parle pas forcément à des habitants de Martinique. Moi, voilà. Et que ils ne sont pas opposés. Au contraire, c'est plutôt prenez le meilleur de chaque et faites-en une force, parce que c'est vraiment une force que vous avez ici, pour moi, dans cette position géographique. Alors, donc jeunes Européens, membres du mouvement européen de France, c'est ça? Ce sont les jeunes, en fait. Vous êtes rattachés au mouvement européen de France. Tout à fait. Ok, c'est une fédération, le mouvement européen de France? C'est une association. Une association. Ouais. Et alors, juste quelques chiffres. Donc, l'Europe, donc 27 pays, 447 millions de personnes. Donc, 27 pays, j'ai dit. En 2020, alors, ce qui fâche un peu, je veux vous amener à parler des enjeux. Donc l'enjeu, c'est peut-être la paix, parce que voilà. Mais en 2020, ça c'est sur le site de l'Union européenne que j'ai récupéré ces éléments, 94,4 millions de personnes, soit 21,5% de la population de l'UE, étaient exposées au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale.
Donc c'est pas non plus, bon, c'est un endroit où les gens quand même sont assez riches globalement. Le PIB de l'Union européenne, c'est 14 400, j'ai failli ne pas savoir le dire, 14 400 milliards d'euros et un PIB par habitant de 32 270 euros globalement. Nous, notre PIB, il est à 24 000 euros, il me semble, ici en Martinique. Donc 32 000 euros, c'est riche, quoi. Donc c'est ça, ce sont des exportations vers les pays tiers, etc., etc. C'est quoi l'enjeu? Donc j'ai cité exprès l'histoire le chiffre de la pauvreté. C'est quoi les nouveaux enjeux pour vous, jeunes qui militez? C'est quoi les nouveaux enjeux? Ce serait quoi, Laura? Justement, en lien avec ces seuils de pauvreté, je pense que c'est que l'Europe, elle s'ouvre plus vers un volet social et aussi il y a le volet démocratique qui est parfois discuté et c'est une vraie question à se poser. C'est que ça reste une Europe qui est démocratique, mais ça reste une démocratie qui peut être améliorée selon moi. Comment on fait? Notamment sur le fait que on parle toujours de la Commission européenne qui est la seule à pouvoir proposer des lois au niveau européen. Et la Commission européenne, elle représente les intérêts de l'Union européenne seulement. Alors qu'en parallèle, il y a le Parlement européen qui représente l'intérêt du coup des citoyens. Et selon moi, ce serait normal que ce Parlement européen qui représente les citoyens puisse justement, en tant que représentant, faire une proposition, être capable de proposer l'initiative. Donc toi, tu dis il faut faire évoluer un petit peu les institutions, les règles. Sur ce volet-là, notamment pour être plus proche du peuple. C'est ça, pour qu'il y ait vraiment la voix du peuple qui soit apportée à chaque étape du processus. Sur les compétences aussi, on l'a vu également sur les compétences de santé, par exemple, pendant le Covid. Donc c'est aussi des... Comment? Dis-moi. L'organisation et la mise en place en fait, de la vaccination pendant le Covid, où les pays ont été obligés de coopérer, alors que ce n'est pas une compétence qui est dévolue normalement à l'Union européenne. Et donc de coopérer pour mettre en œuvre cette campagne de vaccination massive J'ai pas compris, des habitants. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? J'arrive pas. Pour la mise en place de la vaccination, en fait, l'Union européenne n'a pas la compétence en matière de santé et donc n'avait pas cette prérogative vis-à-vis des pays. Donc il faut faire évoluer ça? Oui, par exemple, c'est des compétences, par exemple. Non, mais donner plus de pouvoir à l'Union européenne? C'est des pistes, en fait. Oui, mais est-ce que c'est ça que tu dis? Il faut donner plus de pouvoir à l'Union européenne? Quand c'est pertinent, je pense que c'est important. Elle dit qu'il faut rapprocher du peuple, et toi tu dis finalement non, il faudrait peut-être centraliser dans certains cas. Sur les thématiques, ça se rejoint, c'est en fonction des enjeux, en fonction du dossier presque du cas par cas. Quel est l'échelon le plus pertinent pour traiter tel ou tel... Et c'est là qu'on pourra gagner aussi en crédibilité auprès des citoyens, parce que c'est l'échelon le plus pertinent qui aura traité le problème et apporté une solution. Au Parlement, il y a un comité des régions aussi. Il y a le comité des régions, pas vraiment une institution, mais oui, il y a le comité des régions. À Bruxelles plutôt. Oui, absolument. Le comité des régions. Enfin, les régions sont représentées. Alors, ça c'est bon. Donc, quand vous êtes sur le terrain, donc vous faites connaître, en fait, vous échangez pour faire avancer la connaissance de l'Europe. C'est ça. Mais alors, bon, l'enjeu est quand même effectivement assez considérable et on part de loin en termes d'intérêt, parce que je voulais juste citer, bon là je vais rechercher mes petits papiers, le taux de participation aux élections européennes, parce que il y a un contexte qui se prête à ce que vous fassiez ça aujourd'hui, c'est que l'année prochaine, vraisemblablement en mai, parce que les dernières élections, c'était mai 2019, il y a des élections européennes. OK, alors voilà, ça y est, j'ai retrouvé mes petits chiffres. Donc, non, c'est pas ça, mais bref. En 2019, le taux de participation, c'était 25%. C'est affreusement bas. Oui. Il me semble que c'est ça, hein, non? C'est ça, 25%, oui. C'est autour des 25%. Enfin, en moyenne, pour les régions ultrapériphériques, c'est très bas, oui. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, alors, voilà. 34, alors, il y avait 34 listes. Participation, non, pas 24%. Participation, 15%, excusez-moi. 25%, c'est une autre élection. C'est bas, mais c'était pas ça. 15,22%, mai 2019. Donc 15,22% des inscrits, donc. Et donc 85,74% d'abstention. Sur une population électorale de 300 000 personnes. On peut s'interroger sur le côté démocratique, du coup, aussi. Oui. Avec un tel taux d'abstention, et s'interroger justement sur pourquoi cette abstention. Tu l'as dit, le nombre de listes, je pense... 34. 34 listes, c'est énorme. C'est prohibitif. Et du coup, les gens sont perdus, ne comprennent pas. Déjà... Voilà, il y a beaucoup trop de... Pour rationaliser, rendre le débat plus clair, le ramener aussi à l'échelle des citoyens.
Et c'est aussi ça l'enjeu de rapprocher, dans nos campagnes aussi, de rapprocher cette Europe du citoyen, les inciter à aller voter et comprendre les enjeux. Pour qui ils vont voter? Oui. C'est qui ces députés, ces eurodéputés? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Et ils ne vivent pas dans une sphère à Bruxelles, à Strasbourg. Et qu'est-ce qu'ils font alors concrètement, Angèle? Qu'est-ce que tu dis aux gens qui te posent la question? Ouais, mais ils font quoi, les députés? Nous, par exemple, on a un député européen, Max Orville. Alors, juste par parenthèse, garde l'idée, parce que ce qui s'est passé quand même pour la dernière élection, c'est que nous, pour nos régions, les Outre-mer, entre guillemets, avant, on avait des circonscriptions Outre-mer. On en avait 3, des bassins océaniques. Et nous, on avait des ultramarins qui étaient identifiés juste parce qu'ils étaient dans des régions ultramarines. Alors qu'en 2019, non, c'était les listes au niveau national, par exemple le PS ou le MoDem, etc., qui faisaient sa liste et ce qui dit, mais tiens, toi, tu peux être sur la liste. Un peu parachuté. Voilà, pas forcément parachuté, mais c'était un petit peu bonheur la chance. Et comme les listes, les places sont chères pour ces élections-là, il y a eu quelques ultramarins. Donc il y a Max Orville, qui a pris ses fonctions à la suite d'une démission d'ailleurs de quelqu'un, donc il est monté, donc du MoDem. Il y a Omar J de LFI, et puis il me semble qu'il y a un député réunionnais aussi pour... Stéphane Bijoux, oui. Voilà, Stéphane Bijoux, qui est un ancien journaliste pour Renaissance, mais à ma connaissance, peut-être il y en a d'autres, hein. Mais ça n'est pas identifié, tu vois ce que je veux dire. Alors il y en a qu'on voit bien, effectivement, Omar J qui monte au créneau sur certains dossiers, etc. Mais c'est vrai que la désaffection, le désintérêt s'explique aussi peut-être par ça. Hein. Puis, Laura l'a expliqué aussi très bien hier dans une intervention où ça va être difficile pour ces eurodéputés de défendre un dossier en particulier. Oui. Par exemple, des Martiniquais, de s'engager pour dire je vais défendre votre problématique, puisque en fait cet eurodéputé va représenter également être un eurodéputé parmi 705. Oui, mais il peut pas. Oui. Et c'est un cas particulier qu'il va falloir traiter pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc c'est dans ce côté-là où aussi d'identifier c'est pas comme identifier son député à l'Assemblée nationale où on peut l'interpeller beaucoup plus facilement, lui disant voilà ma problématique en circonscription. Là, à l'échelle de l'Union européenne, justement, l'échelle fait que c'est différent. Sauf que, j'ai envie de te dire, si tu veux, on peut avoir un accès ou une sensibilité à certaines problématiques. Par exemple, la problématique des pesticides ici, que Omar J a d'ailleurs, parce qu'il est intervenu notamment sur la question en 2017, notamment, il me semble, sur la question des LMR reconnus par l'Union européenne, sur la question des pesticides. J'ai entendu parler du chlordécone. Donc, il y a certains points, ou même la question peut-être de la parentalité, j'en sais rien, des points qui peuvent être... Ou bien la biodiversité, l'écologie. Nous, on est, les Outre-mer, on est 80% de la biodiversité française. Donc il y a un intérêt, une sensibilité sur des questions que tu peux porter juste parce que tu es ultramarin. Donc tu n'es pas forcément à défendre le petit bout de route à Fontaine-Saint-Denis ou au Carbet ou au Caucase. Et c'est là où il faut que ça soit une force, justement, où justement les eurodéputés français doivent justement s'appuyer sur ces territoires ultramarins en disant nous on a cette problématique puisque ces territoires ultramarins c'est la France et c'est une problématique des Français. Mais ils doivent batailler quoi. Tu as vu c'est ça ce rapport de ils doivent batailler au sein des appareils politiques pour dire oui mais je veux y être parce que je vais défendre les intérêts européens. Je vais parler d'éducation en Hongrie, je vais parler de ceci, des droits de l'homme, etc. Mais je veux aussi peut-être parler de cette problématique. Et s'appuyer sur ces exemples concrets, justement. Il y a du boulot. Donc alors, tu es en train de nous dire ce qu'il faisait. Donc le député européen, il n'est pas perdu là comme ça à Bruxelles ou à Strasbourg, je ne sais où. Il est donc, d'ailleurs, le député européen, il est plutôt à Strasbourg d'ailleurs. On dirait qu'il est plutôt à Strasbourg, mais il n'est pas souvent à Strasbourg. Oui, alors, donc qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? Donc, il vote des lois, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il a ce pouvoir aussi de voter des lois, mais il y a quand même un vrai travail parlementaire, un travail de fond, de commission, qui prend énormément de temps. C'est des dossiers qui sont très fouillés. Et je peux te laisser la parole également à Laura. Hein, mais c'est pas un... Comme on peut des fois le voir, une chambre prête pour la retraite, pour des hommes et femmes politiques, en disant, bon voilà, vous êtes exclus de la vie politique française, vous partez dans les vastes couloirs de l'Union européenne. Pas du tout, puisque le travail est vraiment différent. Et c'est un travail... Et puis c'est à 27, quoi. C'est à 27, c'est beaucoup de compromis, beaucoup de dialogue. Et puis des procédures aussi. C'est très long, mais je pense que c'est ce qui fait aussi la richesse et la force de ce débat démocratique. Donc, Laura, tu voulais rajouter quelque chose sur ça? Non, mais moi, ce qui vraiment me vient à l'idée quand on parle de ça, c'est vraiment le côté compromis et du coup, tout cet enjeu pour les eurodéputés de faire en sorte que tout le monde soit d'accord. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça prend du temps. Mais je trouve que c'est vraiment une belle représentation du côté démocratique de ce processus
législative, du coup. Alors, il y a un aspect quand même qu'on peut pas qu'on peut pas oublier, c'est l'aspect, enfin, même si on pensait que l'Union européenne était loin de ça, au-dessus de ça, c'est l'aspect corruption, avec le scandale de cette vice-présidente Eva Kaili, je crois qu'elle s'appelle Eva Kaili, donc qui a été mise en prison. On a retrouvé des espèces chez elle, en fait, etc. Et puis, je crois qu'il y a un rapport qui est sorti il n'y a pas longtemps sur le lobbying, qui dit, enfin, vraiment, on pensait que le lobbying est réglementé. À Bruxelles, il y a des listes, il y a de la transparence, mais pas à ce point, quoi. En fait, il y a des espèces de prêts à voter qui sont donnés parfois aux députés. Dans un contexte où on va aller voter l'année prochaine, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Parce qu'on est un peu déçu quand on est européiste, on dit mais attendez, enfin, même là aussi ils sont un peu corrompus, enfin, ou très corrompus. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Parce que ça explique que les gens n'avaient pas voté d'une façon générale, et puis là, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça peut être une forme de lassitude, en effet, une transposition aussi de parfois ce qu'on voit tristement dans la politique aussi française, de vous dire bon bah tous les échelons, voilà, c'est tous pareil, voilà. On peut l'entendre. Après, comme tu l'as dit, les lobbies sont assez réglementés à Bruxelles. C'est ce qui fait aussi la force aussi des décisions qui sont prises, c'est qu'on entend tout le monde et que sans ces lobbies-là, on pourrait pas y avoir ce travail de fond uniquement qu'avec des experts ou autres. Donc ça reste, les lobbies sont partie prenante de la vie démocratique à Bruxelles et à Strasbourg. Après, en effet, ces affaires entachent malheureusement l'image qu'il peut y avoir de l'Union européenne. On peut faire confiance en fait à l'Union européenne pour mettre en place les contre-feux, quoi. Oui, il faut et puis les mesures pour parer justement ces dérives, et puis elle s'y prend, les prend à bras le corps quand même. C'est des choses. Tu aurais quelque chose à rajouter sur ce point-là? Alors moi, je voulais juste rajouter, parce que c'est dans l'actu, vous êtes tombé au bon moment. Donc il y a un autre point dont on parle beaucoup quand on parle de l'Union européenne ici en Martinique, c'est le POSEI. Donc c'est c'est un programme pour pallier les difficultés liées à l'insularité. Alors chaque fois je me perds dans mes notes. Voilà, l'insularité. Voilà. Programme d'option. Je voudrais lire précisément l'acronyme. Programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, donc POSEI. Donc c'est une façon d'améliorer la compétitivité dans des secteurs, notamment les secteurs agricoles, banane, canne, diversification. Et c'est vrai qu'il y a un thème qui revient souvent, qui est de dire que la banane capte tout le POSEI, et l'enveloppe POSEI en Martinique en 2020, c'était 123 millions d'euros. Dans les faits, la banane a capté 97 millions. Et alors, la CTM a pris une décision là, et veut faire évoluer les règles pour que la diversification et marge un peu plus, parce que la diversification agricole, c'est 3,4 millions, ce qui n'est pas grand-chose à l'heure où on parle d'autonomie alimentaire, etc. Donc, ils vont proposer, j'imagine, des mesures pour pouvoir effectivement, faire en sorte que le POSEI, qui aide effectivement à la modernisation, soit peut-être plus accessible aux filières de diversification. On pense notamment, il y a le cacao, il y a le café, etc., etc. Tout de go, mesdames, parce qu'il nous reste 4 minutes. Le temps est passé. Oui. Je vais vous poser une question qui n'a rien à voir, mais vous aurez le mot de la fin, donc vous pourrez vous étendre comme vous voulez sur ce que vous n'avez pas dit. Quel est l'homme? Jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé des messieurs, mais là, on parle des messieurs. Quel est l'homme qui vous a le plus marqué, influencé, que vous voudriez citer à la fin de notre émission? L'homme. L'homme. C'est pas simple. C'est pas simple, surtout quand on ne s'y attend pas. L'homme, ça peut être papa, maman, le petit... papa, n'importe quoi. Papa, grand-papa, le petit ami, mais ça peut être le grand homme, ça peut être... un grand homme, ça serait Victor Hugo, découvert en CE2. C'est vrai? Très jeune. Pourquoi? En fait, c'est tous ces combats, justement, ce côté aussi, cet homme politique, cet homme littéraire, ces combats pour la liberté. Enfin, c'est un homme entier, remarquable, avec ses travers aussi, on le sait. Ses travers, avec ses filles, avec Angèle. Léopoldine, sa fille. Oui, mais c'est Angèle, sa fille. Non, c'est Léopoldine, sa fille. Non, sa fille qui est décédée, mais... Adèle, voilà, je dis Adèle. Non, Adèle. Angèle, excuse-moi. Adèle, avec qui il a été un peu dur. Sinon, très dur. Une vie, c'est même sa femme aussi. Sa vie, sa femme, oui. Madame Pouchet. Il y a le côté obscur et le côté... Exactement, mais comme tout individu. Donc un homme un grand homme, je pense. Mais voilà, cet homme m'a en effet intriguée très jeune.
Et Tu connais un de ses poèmes? Bah oui, Demain dès l'aube, que j'ai appris. Demain dès l'aube, je partirai. À l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Bon, on connaît tous, tu connaissais, Laura. Oui. On connaît voilà, les premiers vers. Quel est l'homme dont tu voudrais parler, qui t'a inspiré? Je ne sais pas si on pourrait dire que c'est un homme qui m'a inspirée. J'avoue que je ne me suis jamais dit cet homme. Ouais. Mais il y a un homme qui n'a rien à voir avec l'Europe pour le coup. C'est Denis Mukwege, il me semble, si je prononce bien son nom. Tu sais qu'on en parle très souvent ici. Ah ouais? Très souvent, j'en ai parlé au moins 3 fois parce que c'est le gynécologue. C'est ça. Dis-nous qui est. C'est Denis Mukwege. Pardon. Oui. C'est un homme, un médecin qui travaille sur la reconstruction des femmes qui sont victimes, qui sont victimes de violences sexuelles et d'excision. Dans la guerre, pendant la guerre. Toutes les victimes de guerre. Et qui travaille sur la reconstruction en République démocratique du Congo, qui a un hôpital pour aider ces femmes, accompagner ces femmes, etc. Et c'est peut-être pas tant la personne, mais c'est plus son combat qui me touche particulièrement, parce que c'est des sujets sur lesquels j'ai travaillé avant d'être au JE. C'est vrai? Oui. Et du coup, je trouve ça Il a été prix Nobel de la paix. Oui, absolument. Absolument. Voilà. Super. Jingle, le mot de la femme. On arrive au terme de notre émission avec Laura et avec Angèle. On a parlé de beaucoup de choses. Hein. On a beaucoup parlé d'Europe quand même. On a parlé d'Europe. Bon, est-ce qu'on a dit tout ce que vous vouliez dire? Il me semble. Parce que on a encore 1 minute. Le mot de la femme. Femme, ça veut dire fin. Non, c'est ce que je vais dire. Pour nous, ça veut dire fin. Ça veut dire femme, mais ça veut dire fin. Le mot de la femme. Donc le mot de la fin. Rejoignez-nous. Oui. Pardon? Rejoignez-nous. C'est plus court qu'1 minute. Et allez voter. Allez voter, oui, allez voter. Donc les élections, c'est pas encore exactement quand, mais ce sera vraisemblablement en mai. Mai ou juin. Mai 2024. Mai ou juin 2024. Donc voilà, il y a quand même un enjeu à ce que les gens se mobilisent un peu plus. C'est ça. Venir à nos côtés faire campagne. On l'a pas précisé au début, mais nous, on est transpartisans. Et c'est aussi une valeur qui est très, très importante pour nous. Oui, voilà. Vous n'êtes ni à droite ni à gauche. Vous êtes même pas au milieu, d'ailleurs. Même pas au milieu. Il n'y a aucun parti politique. On n'est affilié à aucun parti politique. Et vraiment de venir s'engager de manière vraiment bénévole, associative sur le terrain, que ce soit ici au Mouvement européen de Martinique. Donc, c'est... Et on profite pour redonner l'adresse, donc Mouvement européen 972@gmail.com, donc avec Move européen. Oui, c'est Move européen, pardon. Oui. Move européen 972@gmail.com. Donc cette association qui est présidée par Pascal Pompierre, donc voilà, qui relaie donc les actions et les grandes politiques, enfin qui fait de la sensibilisation. Comme nous, c'est la même branche, même association. On travaille vraiment très étroitement sur tous ces sujets. En tout cas, Laura et Angèle, merci d'être venues, d'avoir fait cette petite pause sur le plateau de Forme, donc à Zitata. Et puis merci de nous avoir suivis. Continuez à vous informer sur l'Europe. Je vous retrouve mardi prochain à 20h05 avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. Bye bye, à bientôt. Femme. 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 Femme.